J'ai la CIDP depuis plusieurs années, même avant que je sache que j'avais ça. Le nom n'était pas connu au moment où moi j'ai commencé à avoir cette maladie-là. Même en très, très bas âge, ma mère pensait que j'avais un problème de santé parce que je n'arrivais pas à faire les activités qui m'étaient demandées ou qui étaient faciles pour tous les membres de la famille, mais moi, je ne pouvais pas les faire. Mais en 1980, j'ai été hospitalisée pendant un mois pour essayer de trouver qu'est-ce qu'était le problème que j'avais de santé. J'avais commencé à avoir des paralysies sur les jambes, sur les bras, sur les mains. Dans la figure, j'avais un œil, mon œil gauche, qui, la pupille ouvrait énormément. Et c'était quelque chose qui n'était pas connu non plus à ce moment-là. Alors, c'était le début d'une longue route, oui. Le premier diagnostic m'a été donné quand je suis sortie de l'hôpital en 1980, mais ce n'était pas le bon diagnostic. Alors, j'ai vécu de 80 jusqu'à 86, un peu en limbo. J'ai fait des recherches à savoir qu'est-ce qui se passait avec moi. On m'avait dit que j'avais probablement un Charcot-Marie-Tooth. C'est ce que le médecin de l'hôpital neurologique de Montréal m'avait donné comme information. Je parlais anglais, mais médicalement, je n'avais pas les connaissances nécessaires pour pouvoir comprendre les explications qu'on me donnait. Et je suis allée retourner voir le médecin qui s'occupait de moi à ce moment-là. Je lui ai mentionné que j'avais fait des recherches, que je n'étais pas tout à fait confortable avec le diagnostic qu'on m'avait donné. On m'a ramenée à l'hôpital et on m'a fait à ce moment-là une autre série d'examens. Et on a constaté à ce moment-là que c'était CIDP, mais sans donner un nom à CIDP. Alors, je ne pouvais pas faire de recherche à savoir ce que j'avais parce qu'il n'y avait pas de nom précis là-dessus. J'étais une des premières au Québec à avoir le diagnostic de cette maladie. À l'hôpital neurologique, quand j'ai eu mon diagnostic, on m'a offert les journées où j'allais à l'hôpital pour faire le traitement. Malgré que ça durait de 8 heures à 3 heures ou 4 heures, je rencontrais une physiothérapeute et on faisait 1 heure ensemble de physio. Et ça m'a beaucoup, beaucoup aidée. Malheureusement, ce qu'on ne m'a pas offert et que j'aurais bénéficié énormément, c'est du soutien psychologique. Ça, je n'ai pas eu ce cadeau-là. Et ça m'aurait aidé énormément parce que c'était beaucoup d'inconnus, beaucoup de choses encore qui étaient dans des termes que je ne comprenais pas. Et si j'avais eu ce soutien psychologique-là, probablement qu'on aurait pu m'expliquer dans différents termes pour que je m'adapte davantage à ma situation. En 1994, on m'a offert de m'injecter de l'immunoglobuline et on m'a amené à l'hôpital neurologique pendant 3 jours de suite pour que je fasse ces traitements-là. Alors, j'allais là le matin, ça prenait à peu près 8 heures pour les traitements à ce moment-là, c'était plus long. Et je retournais chez moi, je retournais le lendemain. Alors, j'ai fait ça pendant 3 jours, mais au bout de 4 jours, j'ai déjà senti le bienfait du traitement des monoglobulines qui a été une découverte extraordinaire pour moi. C'était tellement compliqué là, d'aller 1 fois par semaine à l'hôpital, me déplacer. J'arrivais à l'hôpital, j'avais besoin d'un fauteuil roulant pour me rendre ou de trouver quelqu'un pour m'accompagner, me pousser en dedans, revenir me chercher. Là, je n'ai pas besoin de déplacement. Je vais chercher ma médication à l'hôpital 1 fois par 2 mois. Alors, quand j'ai vu mon médecin, je lui ai demandé si je pouvais avoir un traitement autre que je connaissais, qu'il y avait des jeunes enfants qui pouvaient avoir à la maison, qu'on appelle un traitement sous-cutané. Et il a accepté que je le fasse. J'ai rencontré une infirmière qui est venue chez moi, qui m'a montré comment faire les traitements sous-cutanés. Et je fais ça chez moi. Ça prend 50 minutes, j'ai terminé. Alors, tout le déplacement quand tu as un problème qui est déjà avec tes jambes, puis qu'il y a beaucoup de déplacements impliquants, en n'ayant pas besoin de me déplacer du tout. Et puis, ça fait entre 5 ou 6 ans maintenant que je procède comme ça 1 fois par semaine. C'était pour moi le plus beau cadeau que
j'ai reçu là, de cette condition-là, de ne plus me déplacer, tu sais. Ça m'a fait tellement un grand bonheur, ça, d'avoir cette indépendance maintenant. Depuis 15 ans, je vis seule et puis j'ai pas jamais pensé que ça m'arriverait de vivre seule. Et j'ai su m'adapter et être capable de trouver une façon de vivre seule malgré tout. J'avais besoin de gens qui venaient à la maison pour m'aider. Et j'avais quelqu'un qui venait me conduire, qui venait me chercher, et quelqu'un qui restait chez moi parce que j'arrivais à la maison, j'étais exténuée, puis j'avais besoin d'aide pour me faciliter les repas et tout. Mais depuis, je suis fière de dire que je demeure seule et puis j'arrive à faire pas mal tout ce que j'ai besoin de faire, excepté faire l'entretien ménager. J'ai quelqu'un qui s'occupe de ça. Pour faire l'épicerie, ben, je peux m'arranger un peu. Pour faire les repas, je m'arrange. J'essaie de garder mon autonomie le plus longtemps possible. La condition neurologique, c'est d'adapter à moi. J'ai continué de faire ce que je faisais avant et j'ai commencé à faire plus que je faisais avant. Parce que je pense que c'est important de ne pas regarder sa vie passée, mais d'être complètement dans sa vie malgré les obstacles qui nous font face. Et puis, ça aurait pu être une autre sorte d'obstacle, mais c'est celle-là, puis j'ai su collaborer avec. Puis on fait de bonne route ensemble jusqu'à ce point-là. Il y a des obstacles encore aujourd'hui, mais j'ai toujours quelqu'un qui semble arriver dans le décor pour me donner un petit coup de main, puis ça... À date, ça va bien. Ben, je pense que une maladie comme ça peut unir une famille ou ça peut désunir une famille. Dans mon cas, ça l'a uni ma famille. J'ai beaucoup de support de tous les côtés. Ce qui s'est passé avec moi et ma fille, je pense que ça nous a amené ailleurs et ça nous a amené à vivre une belle expérience. J'ai tellement grandi à travers tout ça et je pense que ma fille est restée très, très proche de moi parce qu'elle sent que j'ai un besoin qu'elle ne voudrait pas avoir, mais qu'elle veut me supporter dans tout quel mot je pourrais utiliser, là, qui serait le bon terme. C'est toute une expérience. Je pense que les gens vont avoir pitié de toi, mais les gens n'ont pas pitié de toi, les gens veulent t'aider. Alors, si tu ne veux pas aller quelque part parce que tu dois utiliser une canne, un fauteuil roulant ou une marchette, ben c'est pire de rester à la maison puis de ne pas faire d'activité que d'aller quelque part puis d'avoir de l'aide parce que vous allez en avoir de l'aide en sortant. C'est là que vous allez réaliser que les gens sont humains et sont généreux envers les gens qui ont des différences. C'est ce que j'aime ajouter. Les activités que j'ai formé avec d'autres filles il y a 3 ans, avant la pandémie, un groupe qu'on s'appelle Les Sacoches. Et on sort ensemble souvent, on va voir des spectacles. Moi, les filles savent que j'ai besoin d'avoir un fauteuil roulant pour me déplacer quand on va à des événements. Alors, les filles, on prend toujours ma voiture, puis il y en a une qui sort mon fauteuil roulant du coffre, puis il me promène un peu partout, puis on chante parmi ça. Puis ça m'a amené de connaître des bonnes personnes. Je me suis fait un bon groupe d'amis, de femmes, qui sont tous beaucoup plus jeunes que moi. Ils ont entre 55 et 60. Alors moi, je suis encore la plus aînée du groupe. Mais je m'amuse beaucoup. J'aime le théâtre, j'aime la lecture, j'aime les concerts. Et je participe pas mal à tout ce qui se passe dans la région et ailleurs, d'ailleurs. Ouais.